Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Cette conférence est consacrée à l'aménagement et à la réflexion qu'on peut avoir sur la stratégie énergétique dans les zones d'aménagement. Donc moi, je suis Linda Benabdelmoumen. J'ai en charge le pôle efficacité énergétique et grands projets au sein de GRDF Île-de-France. Et je suis accompagnée de Maude du bureau d'études CEFI qui nous a accompagnés dans le cadre de cette étude que nous avons réalisée auprès d'un aménageur. Donc, je suis Maude Bignot, bureau d'études cabinet CEFI. Nous accompagnons donc les clients dans le cadre d'un projet que ça va à l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation des installations. Nous faisons des missions de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, nous sommes un bureau d'études dans le domaine du génie civil. Et mon parcours professionnel m'a amené à concevoir et développer des réseaux de chaleur et assurer le suivi d'exploitation et vérifier la performance énergétique. Donc, je vais vous donner déjà un peu de contexte sur cette zone d'aménagement. L'aménageur nous avait sollicité sur cette zone d'aménagement qui est plutôt en zone urbaine où il y avait un projet de pôle multimodal avec de nouveaux services aussi bien tertiaires que résidentiels. Et donc l'aménageur voulait créer un réseau de chaleur en pack géothermique avec de l'appoint et du secours gaz. Et donc en discutant avec l'aménageur, je lui dis pourquoi vouloir créer un réseau de chaleur quand on a déjà des énergies disponibles sur place et notamment du réseau gaz. Et donc c'est là d'où est partie la réflexion, de l'accompagner dans cette réflexion énergétique et de regarder quel était le choix énergétique le plus pertinent dans le cadre de cette zone d'aménagement urbaine. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel au bureau d'études CEFI pour faire tout le volet réseau de chaleur et GRDF a fait la partie gaz. Donc on va vous détailler un petit peu le contenu du projet, les lots, pour que vous puissiez identifier l'envergure et les besoins énergétiques de cette zone d'aménagement. Et puis ensuite, on vous présentera les résultats des deux scénarios en termes d'empreinte carbone et de conformité au seuil 2025 de la RE 2020. Donc sur la partie lot, je vais laisser Maude vous préciser un peu la diversité des lots et les usages attendus pour cette zone d'aménagement. Merci. Donc, pour concevoir un réseau de chaleur, nous avons besoin de connaître les besoins énergétiques, de bien les identifier. Donc là, sur ce slide, vous voyez, nous avons 8 lots avec différents usages. Nous avons du logement, des commerces, un groupe scolaire, des bureaux, une crèche. Pour ce faire, il a fallu savoir si on allait utiliser les alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire. Donc pour le logement, pas de question, on les alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire avec un réseau de chaleur. Pour les crèches ou des établissements scolaires, aujourd'hui la question se pose si on va les alimenter en eau chaude sanitaire, car on n'est plus tenu, pour certains points de puisage, d'apporter de l'eau chaude sanitaire. Donc pour ce projet, on a fait le choix d'écarter l'eau chaude sanitaire donc pour les établissements publics. Et pour les commerces, nous avons, pour les bureaux, nous avons conservé donc, les besoins en chauffage en eau chaude sanitaire. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a ici 721 logements et une surface totale d'activité de 62 000 m². Donc, comme je vous l'ai précisé, le besoin de l'aménageur, c'était déjà que ce soit conforme à la RE 2020 seuil 2025, bien évidemment. Et ensuite, on a proposé du coup de regarder deux scénarios. Le premier scénario demandé par l'aménageur, créer un réseau de chaleur avec une PAC géothermique centralisée. Donc ça, c'est tout le travail du bureau d'études CEFI. Et ensuite, regarder comment le réseau gaz pouvait répondre aux besoins en mettant des PAC hybrides géothermiques en pied d'immeuble. Donc PAC hybride, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ne me dites pas non. C'est le couplage, merci. C'est le couplage entre une pompe à chaleur et une chaudière. Et dans ce cas-là, sur la base du cahier des charges de l'aménageur, on partait aussi sur des packs géothermiques. Donc voilà, toute la démonstration qu'on va vous faire, c'est sur la base de ces deux scénarios-là. Et donc le premier qu'on va vous détailler et que vous détaillera Maude, c'est sur le scénario création du réseau de chaleur.
Ah non, d'abord j'ai oublié la méthodologie, pardon. On va regarder 3 volets, bien évidemment. La construction des réseaux. Dans le cas du réseau de chaleur, c'est une construction complète, puisqu'il n'y avait pas de réseau de chaleur sur place. Donc là, c'est Maud qui a proposé un réseau de chaleur optimisé à l'aménageur. Et dans le deuxième scénario, c'est les besoins supplémentaires qu'on avait en termes de réseau gaz. Il y a certains réseaux existants, mais il y avait besoin de faire une extension pour répondre à l'intégralité de la zone d'aménagement. Deuxième volet, voir combien ça coûte en fonction des usages. Donc là, parce que ça c'est important aussi, et c'est aussi important pour l'aménageur, mais surtout pour ses acquéreurs, pour les futurs acquéreurs de l'eau, qui vont être, eux, à assumer les coûts en CAPEX et OPEX. Donc on a fait une comparaison entre réseau de chaleur, pack hybride. On a d'autres solutions qui sont disponibles, mais vous verrez, on vous a affiché les solutions pack hybride et réseau de chaleur. Et ensuite, un troisième volet, c'est la dette carbone de la construction de ces réseaux, puisque vous le savez, quand on construit un réseau, quand on l'étend, quelle que soit la nature du réseau, j'insiste, on génère une empreinte carbone. Et donc là, on a fait l'exercice avec le bureau d'études CEFI d'évaluer cette empreinte carbone pour le réseau de chaleur pour le bureau d'études CEFI et pour le réseau gaz pour GRDF. Et donc là, on va pouvoir passer à la démonstration du scénario 1 sur la création du réseau de chaleur. Donc, pour connaître l'empreinte carbone d'un réseau de chaleur, donc, il faut connaître les besoins énergétiques. Pour ce faire, on a défini des hypothèses et nous avons utilisé les données de la RE2020 puisque nous sommes soumis à cette exigence pour ce projet. Donc, vous avez ici les valeurs qui ont été retenues pour calculer les besoins énergétiques, tant pour les logements, les établissements publics et les commerces. Vous voyez que nous avons pris 2 hypothèses. Pourquoi ? En fait, pour les logements, nous avons les exigences de la RE2020, donc c'est ce que nous avons considéré comme étant l'hypothèse basse pour besoins bas. Et l'hypothèse haute, en fait, on a pris les données des besoins réellement constatés sur des constructions neuves aujourd'hui. Donc on voit qu'on a une petite nuance. Voilà, on est entre les deux, en fait, dans le réel aujourd'hui. C'est ici. Nous avons donc dessiné un réseau de chaleur. Il a fallu donc trouver une solution performante et optimisée. Donc on a fait un tracé optimisé de ce réseau et nous avons identifié un nombre de points de livraison. Pour connaître l'empreinte carbone, en fait, c'est connaître comment le réseau va être créé, conçu, comment il est constitué. Donc il va y avoir des sous-stations, donc ce sont les carrés verts, bleus et orange que vous voyez. Donc on a défini, dès lors que nous avions plus de 70 logements, au moins 2 postes de livraison. En dessous, un poste de livraison. Il a fallu faire des hypothèses, puisque là, on est vraiment en pré-étude. Nous n'avons pas toutes les données. On a le nombre de logements. Après, comment ça va être réparti vraiment dans le quartier, ça, ce sont des données que nous n'avions pas. Donc, voilà la raison pour laquelle on a défini ces hypothèses. Ensuite, pour les commerces, on a essayé également d'optimiser le réseau. L'idée, ce n'est pas de multiplier les points de livraison parce que ça serait trop coûteux et trop constructif. Donc, on a lié un seul point de livraison quand on avait un commerce en pied d'immeuble qui assurait donc le commerce et le logement. Ici, vous voyez à gauche la centrale de production de chaleur. Le quartier d'aménagement ne nous permettait pas de concevoir la centrale de production directement au sein du quartier d'aménagement. En revanche, il y avait un terrain disponible, pas très loin, et donc c'est la raison pour laquelle il est un petit peu déporté ici. Donc, connaître l'empreinte carbone, c'est ce que je vous disais, c'est de connaître sa constitution. Donc, ici, nous avons 19 postes de livraison en chauffage et en eau chaude sanitaire, 3 en chauffage seul. Leur puissance varie entre 20 et 300 kW. Un poste de livraison comporte un échangeur de chaleur, un poste de comptage, un système de régulation. Ces points de livraison sont alimentés en eau grâce à un réseau
un réseau qui passe sous la voirie, donc c'est un réseau en enterré. Il est constitué de 2 tubes acier pré-isolés. Ici, on a des diamètres qui vont du DN40 au DN150. La longueur de tranchée est de 2500 mètres linéaires pour cette opération. Ensuite, il nous faut la centrale de production. Donc, nous avons privilégié évidemment une énergie renouvelable. On a retenu donc une pompe à chaleur avec une géothermie. Donc, ici, vous avez la puissance calorifique que nous avons définie, 280 kW. Elle est constituée d'un puits de production, d'un puits de réinjection, d'un échangeur de chaleur. Ensuite, il y a des systèmes de comptage. Vous avez une régulation, un système de filtration, des pompes et plein d'autres équipements. Ce sont les principaux. Pour terminer, l'énergie renouvelable n'assure pas la totalité des besoins. Donc, on a mis en place une chaufferie d'appoint secours au gaz qui, elle, assure l'appoint, le complément que ne peut pas apporter la géothermie, la pompe à chaleur, mais elle va également assurer le secours. Comme ça, quand il y a une maintenance à faire ou une défaillance, ça peut arriver, au moins on a la chaufferie qui assure le secours. Ce sont des schémas types que l'on rencontre sur les réseaux de chaleur. Donc ici, la puissance de la chaufferie est de 3,3 MW et on a retenu de mettre 3 chaudières gaz pour ce projet. Donc l'évaluation de l'empreinte carbone, elle est calculée en 2 temps. La première, elle est basée sur la consommation énergétique et la deuxième sur la construction du réseau de chaleur. Pour calculer donc la valeur IC énergie, il a fallu connaître donc la fourniture de chaleur de cette opération. Donc ici, on est entre 4900 et 6250 MWh. Donc pourquoi ces 2 valeurs? Puisque, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, nous avons les hypothèses basses et l'hypothèse haute. Le taux de couverture, donc, c'est-à-dire la valeur d'énergie renouvelable pour cette opération, en hypothèse haute, donc, c'est-à-dire quand on a de forts besoins énergétiques, on est à 56%. L'idée ici, c'était d'être forcément supérieur à 50%. Et en hypothèse basse, nous sommes à 71%. Donc c'est une belle performance énergétique avec un système donc énergie renouvelable. Pour calculer l'empreinte carbone, nous avons utilisé les données RE 2020 que vous voyez sur votre droite. Les résultats sont présentés dans le tableau. Donc ici, vous avez donc les fournitures de gaz et d'électricité qui vont nous permettre par la suite de calculer l'empreinte carbone énergie. Lycée Construction. C'est la performance environnementale qui est basée sur le cycle de vie sur une durée de 50 ans. Donc ça comprend la construction du bâtiment et tous les moyens mis en œuvre lors de la phase chantier et l'édification de l'installation. Nous avons utilisé les données environnementales aujourd'hui connues dans les publications. Et pour certains cas, quand nous n'avions pas ces données, on a fait des valeurs forfaitaires. Nous avons pris également quelques hypothèses. Comme nous sommes ici dans une zone d'aménagement, en général, voilà, la partie voirie est faite en dernier lieu. Le réseau de chaleur passe dans les premiers. En général, on fait le réseau d'assainissement et ensuite le réseau de chaleur et ensuite vient les autres réseaux. Donc, nous avons exclu la réfection de voirie dans le calcul de l'empreinte carbone. La durée de chantier, nous l'avons estimée à 12 mois. Et les terres excavées, vous les avez, on est presque à 200 mètres cubes. Donc voici les résultats. Vous les avez donc en annuel et un total sur 50 ans. Et de la même manière, donc hypothèse basse et hypothèse haute. Donc je vais vous présenter principalement donc, le total sur 50 ans. On voit bien que l'empreinte carbone énergie est importante. Hein. Elle est, on voit, entre 20 et 35 fois supérieure à lycée construction. Et lycée construction ici, pour les 2 cas, puisque c'est la construction du réseau, elle est identique pour les deux hypothèses.
Voilà, donc on a une valeur entre presque 22 000 tonnes à presque 37 000 tonnes pour la solution réseau de chaleur. Donc maintenant, on a hâte de connaître la suite pour la PAC hybride. Je vais laisser la parole à Linda. Merci Maud pour ce détail sur la construction du réseau de chaleur. Donc, sur cette base-là, en parallèle, GRDF, nous, on a regardé comment on pouvait répondre aux besoins de l'aménageur et alimenter complètement cette zone d'aménagement en milieu urbain. Donc là, vous le voyez sur le schéma, on avait déjà un réseau existant, donc c'est le tracé jaune, et on avait juste à étendre ce réseau avec une extension de l'ordre de 650 mètres, ce qui est peu, et donc avec un impact au niveau des travaux beaucoup moins conséquent que ce qu'on a pu voir juste avant sur lycée construction du réseau de chaleur. Et pour résultat, sur une période de 50 ans, je vous rappelle, sur le réseau de chaleur, sur lycée construction, on avait 1000 tonnes de CO2. Et ici, le calcul que nous avons réalisé nous ramène à 11 tonnes de CO2. Je vous rappelle bien, on est en zone urbaine, on fait une extension de 650 mètres carrés. On a des zones d'aménagement qu'on dessert plus largement, plus globalement, et il faudrait refaire l'exercice sur une zone d'aménagement plus complète. En tout cas, le constat qu'on fait, c'est que sur lycée construction, alors même si effectivement lycée énergie porte le poids de l'empreinte carbone, est quand même plus favorable à la solution gaz. Et donc c'était aussi un premier point pour pouvoir accompagner l'aménageur et donc réfléchir avec lui sur sa réflexion énergétique. Donc lycée construction n'est pas le seul sujet, parce que ce qui va être important, c'est effectivement l'impact des différentes solutions. Et donc là, on a fait un comparatif technico-économique des différentes solutions et on a regardé notamment la consommation d'énergie, et ça c'est important, et on a comparé la PAC hybride avec le réseau de chaleur. Et donc là, le résultat montre bien qu'avec une PAC hybride, les consommations sont inférieures par rapport au réseau de chaleur. Donc c'est aussi ce qui nous renforce dans notre réflexion de dire pour décarboner, il n'y a pas une solution unique, pompe à chaleur, réseau de chaleur, PAC hybride gaz. Il faut regarder en fonction du projet. Maintenant, si on s'intéresse aux dépenses énergétiques, on voit que la PAC hybride se positionne également bien. Je vous le rappelle, c'est une projection sur ce projet dans une zone urbaine avec un réaménagement d'un pôle existant. Donc c'est des études à refaire en fonction de votre zone d'aménagement. Et ensuite, quand on regarde la partie maintenance, donc le réseau de chaleur est certes est plus favorable, hein, clairement. Et en termes d'émissions de CO2, c'est ce qui va aussi vous intéresser, la PAC hybride se positionne très bien par rapport au réseau de chaleur. Je rappelle, le réseau de chaleur est alimenté par une PAC géothermique centralisée. Les solutions hybrides, ce sont des PAC géothermiques hybrides en pied d'immeuble. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit clair pour vous en termes de comparatif, et surtout sur les résultats qu'on a. Et quand on regarde le coût global sur 20 ans, parce que c'est ce qui intéresse quand on parle aménagement, le retour sur investissement, la solution la plus intéressante reste la PAC hybride par rapport au réseau de chaleur. Je ne sais pas si on avait un réseau de chaleur alimenté à 97% d'ENR, je ne sais pas si on aurait eu les mêmes résultats. Mais je dis juste que c'est important de pouvoir proposer et partager ce type de scénario aux aménageurs quand on a cette réflexion énergétique. Et donc, en synthèse, on l'a dit en filigrane hein, sur ce projet-là. Là, on a récapitulé les résultats en termes d'impact carbone et d'IC énergie. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la solution d'extension du réseau gaz existant avec mise en place de PAC hybride géothermique est la solution la plus intéressante pour l'aménageur. Je me suis permis de mettre une petite citation de Confucius parce que je pense que c'est important. L'homme sage utilise ce qu'il a avant de chercher ce qu'il n'a pas. Donc on avait un réseau gaz en pied d'immeuble. Cherchons d'abord à exploiter ce réseau gaz. S'il ne répond pas aux ambitions de l'aménageur, de la collectivité, supposons qu'on avait une demande de 90% de taux d'ENR, là effectivement l'étude n'avait pas de sens. Mais dans ce cas-là, clairement, le scénario hybride est un scénario qui est plus intéressant, et c'est d'ailleurs le scénario qu'a choisi l'aménageur pour sa future zone d'aménagement. Merci, on est à disposition pour vos questions.
décidément. Pardon. Oui, c'est pour ça que je vous ai suivi. Pour avoir des résultats le plus objectifs possible vis-à-vis de la ménageur, on est parti effectivement des mêmes hypothèses avec le bureau d'études. Alors, un réseau de chaleur, normalement, c'est performant. Ici, en fait, s'ajoutent les pertes du réseau qu'on a estimées à 5%. Ce n'est pas important malgré tout, mais voilà, 50%, ça pèse un peu plus effectivement sur les besoins par rapport à la PAC hybride. Et au niveau géothermie, c'est quelle technologie que vous prévoyez ? Alors là, ici, nous avons retenu une PAC géothermique de moyenne importance avec un système ouvert. Nous avons d'ailleurs bien vérifié que cette zone était soumise effectivement à la mise en place de géothermie. Donc on a regardé les cartographies. Donc c'est une zone qui était favorable. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce système. Et par exemple, la PAC, le système fermé n'était pas envisageable sur cette zone. Voilà. Tout d'ailleurs, la puissance que nous avons choisie, c'est par rapport aux gammes de puissance que nous proposent les fabricants. Et la puissance choisie, on aurait pu se dire, on aurait pu choisir, retenir un taux de couverture plus important, une performance plus importante. Mais l'idée, c'était aussi de trouver quand même un équilibre entre le coût d'investissement et les résultats de la performance. Merci à tous. On est disponible au stand de GRDF si besoin de compléments.